Bonjour à tous, je suis Stéphanie Auger du groupe Revue Fiduciaire. Je vous souhaite bienvenue à notre webinaire proposé par l'Académie des sciences et techniques comptables et financières et le Club fiscal de l'Ordre des experts comptables. Le webinaire est en partenariat avec le groupe Revue Fiduciaire et notre sujet sera le logiciel et système de caisse. La DGFiP vient de publier sa doctrine concernant l'obligation de certification ou d'attestation des logiciels et systèmes de caisse applicable en 2018. Ce webinaire fait le point suite aux commentaires de la DGFiP du 4 juillet. Alors à présent, je vous présente nos intervenants qui sont au nombre de 3. Thierry Ardion, représentant de l'association d'éditeurs Tech in France et SDDS, directeur des produits Agiris Isagri. Marc Lamordegaille, expert comptable, pilote du groupe de travail de l'Ordre des experts comptables et de l'Académie et associé du cabinet Insivo. Guillaume Noguès, chef de marché Partena Consultant et intégrateur de solutions de gestion. Dernière précision, Marc Lamordegaille est l'auteur de plusieurs dossiers pour la revue RF Comptable, notamment celui d'octobre dernier qui a pour titre Du nouveau sur les logiciels de caisse, ainsi que de nombreux articles qui permettent de se tenir à jour des dernières précisions de l'administration. Un article publié à la rentrée prochaine sera également consacré à la nouvelle doctrine de l'administration qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Au plan pratique, le webinaire dure 1h30, comportant 1 heure à 1h15 d'exposé et les dernières 15-25 minutes seront consacrées à répondre à vos questions. En vous inscrivant, vous nous avez déjà peut-être indiqué les points sur lesquels vous voulez des réponses et ces points ont naturellement été intégrés dans le diaporama ou l'exposé du webinaire. Mais bien sûr, tout au long du webinaire, vous pouvez poser d'autres questions auxquelles le dernier quart d'heure sera consacré. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Thierry, Marc et Guillaume, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et je vous remercie pour votre présence nombreuse. Donc, je souhaitais introduire ce webinaire par simplement le fait de souligner que l'administration fiscale a fait preuve d'une véritable concertation pour l'élaboration des instructions fiscales. C'est une première, je dois dire, puisque nous avons échangé pendant 2 ans au titre du groupe de travail donc qui est composé de l'Académie, de l'Ordre des experts comptables, des éditeurs et des entreprises. Et l'instruction qui est sortie récemment reprend une partie des suggestions que nous avons pu émettre auprès de l'administration. Néanmoins, le texte est touffu, complexe. On va essayer de vous décoder donc ce dispositif qui a pour but d'abord de lutter contre la fraude à la TVA. L'idée est d'éviter les ventes au noir, la dissimulation des recettes, en rendant donc sanctionnable l'utilisation de logiciels permissifs. Je dois souligner qu'il n'y a pas qu'une instruction sur les logiciels et systèmes de caisse dans la publication du 4 juillet, mais il y a aussi d'autres instructions, notamment concernant les sanctions au titre des logiciels permissifs, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Et le dispositif donc de caisse, cette obligation de détenir un certificat ou une attestation des caisses ou des systèmes donc vise à sécuriser les règlements clients, donc à s'assurer qu'ils soient enregistrés correctement quand il s'agit de règlements particuliers. Encore une fois, éviter les ventes au noir. Voici donc le texte qui a été adopté donc au titre de la loi de finances rectificative 2018 et qui a modifié l'article 286.1.3 bis du Code général des impôts. Je vous invite à le lire soigneusement. Il n'est pas d'une lecture aisée. Donc, toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Je vais m'arrêter sur chaque mot qui compte. Assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne veut pas dire forcément donc qu'on fasse des opérations donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'on peut être exonéré. Une personne assujettie peut être exonérée partiellement ou totalement. Donc, quand cette personne assujettie à la TVA effectue des livraisons de biens et des prestations qui ne donnent pas lieu à des facturations conformément à l'article 289 sous-entendu du Code général des impôts, c'est le premier critère pour rentrer dans le champ. Quand elle donc fait ce type de prestation ou de livraison de biens et qu'elle fait une facture à un particulier
qui n'est pas une facture au sens fiscal, puisqu'une facture au sens fiscal, c'est une facture qui respecte l'article 289 du Code général des impôts, eh bien cette personne, si elle enregistre dans un système d'information, c'est-à-dire un logiciel ou un système de caisse, elle doit à ce moment-là détenir un certificat qui garantisse 4 critères qui sont l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Ce certificat, il sera présentable au vérificateur lorsqu'il en demandera donc la fourniture. C'est aussi éventuellement une attestation. Je vous ai rappelé là les instructions fiscales clés qui sont parues le 4 juillet. Comme je vous le disais, il y en a d'autres où il y a eu des actualisations d'instructions déjà existantes. Je vous invite simplement à vous concentrer sur celle-là. La première qu'on va commenter amplement, c'est l'obligation d'utilisation des logiciels ou systèmes de caisse certifiés. La deuxième concerne le droit de contrôle en matière de détention des logiciels ou systèmes de caisse. Donc, il s'agit de contrôler la détention du certificat ou de l'attestation objet donc de cette réglementation. Et la troisième qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, qui a été peu commentée jusque-là, c'est l'application de sanctions lourdes en cas d'utilisation de logiciels ou systèmes de caisse frauduleux. On verra tout à l'heure de quoi il retourne. Qui est concerné? Quel champ d'application? C'est tout le thème de cette première partie donc qui introduit ce webinaire. Donc sont dans le champ toutes les opérations qui sont réalisées avec des clients non assujettis à la TVA, c'est-à-dire toutes les ventes en B2C, toutes les ventes aux particuliers. Peu importe que vous fassiez l'enregistrement de ces opérations dans un logiciel comptable, dans un système de gestion, notamment tout ce qui est facturation, CRM, ou dans un système de caisse enregistreuse classique. Ce n'est pas la qualification du logiciel qui compte, c'est la fonctionnalité qui est donc dans le logiciel. Et l'administration, on verra tout à l'heure, distingue plusieurs fonctions, plusieurs fonctionnalités, notamment celle de caisse, c'est celle-là qui emporte l'entrée dans le champ à condition donc de respecter d'autres critères. L'objet de la certification et de l'attestation, c'est de garantir ces 4 critères qu'on a déjà vus, inaltérabilité des données, de façon assez détaillée, puisqu'on doit donc rendre inaltérables les données de règlement par année, mois, jour, heure et minute. Dans une précédente rédaction de l'administration, aller jusqu'à citer les secondes. Nous avons obtenu d'enlever cette mention qui, l'air de rien, a un impact important pour les petites caisses enregistreuses qui n'ont pas des capacités de calcul suffisantes ou qui ne sont pas toujours connectées à une horloge universelle et qui donc sont en déphasage de temps. Elles ne sont pas capables de distinguer la seconde. La sécurisation des données doit être faite, la conservation doit être faite pendant 6 ans et l'archivage, qui est un point très important sur lequel on insistera beaucoup, doit être fait chaque année civile ou chaque fois qu'on clôt un exercice. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Ce sont ces 4 critères, encore une fois, que doivent garantir le certificat ou l'attestation. Donc, qui rentre dans le champ? On a dit tout à l'heure qu'il fallait être assujetti à la TVA. Donc, j'émets une facture, j'émets une note, j'émets un ticket de caisse. Si je suis assujetti à la TVA, je remplis le premier critère de qualification. Deuxième critère, hein, donc il faut faire des opérations aux particuliers, des ventes en B2C. Et là, vous voyez souligné entre parenthèses, il suffit de réaliser une opération de vente à un particulier. Une opération de vente à un particulier, ça peut arriver très rapidement. Et j'alerte les experts comptables et les commissaires aux comptes, les conseils des entreprises sur ce point. Indiquez à vos clients que si par esprit, disons, social, si je puis dire, un dirigeant d'entreprise qui fait des ventes uniquement, dont l'entreprise fait des ventes uniquement dans le domaine de B2B, ventes à des professionnels qui sont soumises à des factures au sens fiscal, c'est-à-dire au sens de l'article 289 du Code général des impôts, eh bien, on peut penser qu'il sorte du champ puisqu'il ne fait pas de vente à des particuliers. Pour autant, s'il avait la mauvaise idée de vendre, par exemple, dans un magasin d'usine qu'il ouvre lors de la vente de biens à des particuliers que sont ses salariés, certaines productions, eh bien, il fait rentrer son entreprise dans le champ. Il suffit d'une opération de vente à un particulier pour rentrer dans le champ.
Attention donc à ce point, certains peuvent se penser à l'abri, mais en réalité, il est facile de rentrer dans le champ et je voudrais souligner l'autre point qui est important, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans le champ des opérations entre professionnels, on doit respecter la piste d'audit fiable, qui est un sujet qui mériterait un webinaire à lui seul et qui donc est une source de complexité supplémentaire. Donc, vente aux particuliers, obligation de détenir un certificat, vente aux professionnels, obligation de respecter les règles de la piste d'audit fiable pour les factures émises, voire les factures reçues. Donc, il faut par ailleurs utiliser, troisième critère, un logiciel ou un système de caisse. Reste à savoir ce qu'est un logiciel ou un système de caisse. On verra que l'instruction fiscale a défini plus clairement ce qu'est la fonction de caisse. Dès lors qu'on rentre dans ce champ, à ce moment-là, on cumule ces trois critères, on a l'obligation de détenir l'attestation ou la certification. Si on n'enregistre pas dans un système d'information les données, à ce moment-là, c'est une caisse manuelle ou une émission de facture papier, on est hors champ. Ainsi, l'artisan qui émet des factures à partir d'un facturier papier ou qui enregistre par exemple un hôtelier qui aurait un peu de chambres et une activité faible et qui enregistrerait sur un livre de caisse papier les paiements de ses clients ne rentre pas dans le champ. Il y a un certain nombre d'exceptions à ces règles donc d'application donc de l'obligation de détenir des certificats. Comme on le disait tout à l'heure, il faut être émetteur soumis de factures ou de notes ou de tickets destinés à des particuliers et être soumis à la TVA. Donc, sont hors champ les franchisés en base, les auto-entrepreneurs, à condition qu'ils ne dépassent pas le seuil d'application donc de la TVA, et tout ce qui est profession exonérée, donc au titre des articles 261 à 261E du Code général des impôts, par exemple les professions médicales, et à condition qu'elles ne fassent que des activités exonérées. Un vétérinaire qui vend des produits d'alimentation ou de soins pour les animaux rentre dans le champ. Un chirurgien esthétique qui fait des prestations de chirurgie esthétique avec vente éventuellement de compléments rentre dans le champ parce que ces activités sont soumises partiellement à TVA. Donc, il y a un certain nombre d'activités que je ne vais pas lister aujourd'hui qui permettent de faire rentrer le contribuable, l'assujetti dans le champ de la TVA. Une nouvelle disposition dans l'instruction a prévu aussi que les entreprises étrangères immatriculées à la TVA et non établies en France soient, par tolérance, dispensées de l'obligation de détenir un certificat ou une attestation. Et c'est heureux parce que ces entreprises ont des systèmes d'information à l'étranger et c'est extrêmement complexe sans cela. En revanche, les succursales filiales de sociétés étrangères établies en France, donc sociétés de droit français ou succursales rentrant dans le droit français, ont l'obligation de détenir les dits certificats. Pour le dire plus simplement, qui est concerné? Un commerçant rentre dans le champ, quel que soit son mode de distribution. C'est déjà pour moi l'occasion de vous indiquer que par nature, le e-commerce n'est pas exempté. Ce n'est pas parce qu'on fait des ventes à travers un site de e-commerce qu'on est exempté. En revanche, on verra qu'il y a des tolérances dans certaines circonstances. Un artisan qui établit des notes et qui est assujetti à la TVA à destination de ses clients, dans le domaine du bâtiment, est aussi dans le champ. Je vous rappelle qu'il y a des obligations de donner une note à un particulier dès lors qu'on dépasse 25 € dans le cadre de prestations de services. Il en va de même quand on fait des ventes sur un site en ligne, donc c'est de mémoire 140 €. Donc il y a toute une série d'obligations, par exemple un restaurant qui fait des notes de frais pour ses clients. Dès qu'on dépasse 150 €, on a l'obligation de remettre une facture en bonne ou une note, un ticket en bonne et due forme. Il y a d'autres obligations que des obligations fiscales qui font que les acteurs qui sont listés ici ont l'obligation d'émettre un document justificatif qui n'est pas nécessairement une facture au sens fiscal. Évidemment, le BTP, les transports, les taxis, les entreprises industrielles, les entités publiques
qui sont soumises à TVA rentrent dans le champ. C'est particulièrement le cas des, par exemple, communautés de communes qui font de la collecte d'ordures ménagères ou de la distribution d'eau qui dépassent le seuil des 3000 abonnés et à ce moment-là rentrent dans le champ de la TVA. Il faudrait rentrer plus amplement dans le détail des règles d'assujettissement à la TVA, mais vous voyez l'idée, dès lors qu'on est assujetti à la TVA, et encore une fois, qu'on fait un document justificatif sur un système d'information, sur un logiciel, sur une caisse enregistreuse, on est susceptible, de rentrer dans le champ. Je vous disais tout à l'heure, le site de e-commerce entre dans le champ. Il n'y a pas d'exception de principe des sites de e-commerce, à condition qu'il accepte d'autres paiements que des cartes bleues ou des virements bancaires. Et encore, il faut qu'il s'agisse de banques qui fassent droit aux demandes de communication de l'administration fiscale. Nous verrons ce point en détail tout à l'heure. Une autre précision de l'instruction fiscale importante, c'est le fait que les sociétés mandatées pour la gestion des règlements clients avec des logiciels ou systèmes de caisse doivent aussi utiliser un logiciel de caisse conforme. Donc, s'il y a un mandat de facturation et d'encaissement pour le compte 2, on rentre dans le champ. Et ça, c'est une nouveauté qui est, à mon sens, importante, dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences. Un particulier qui réalise des ventes de biens ou des prestations de services sur une plateforme électronique, a priori, ne rentre pas dans le champ, sauf si il le fait à titre habituel et qu'il se comporte comme un vrai professionnel. C'est la problématique d'assujettissement à la TVA. Lorsque on se comporte comme un vrai professionnel en vendant sur eBay ou d'autres systèmes de vente en ligne, Le Bon Coin ou autres, très régulièrement un certain type d'article, en réalité, on n'est plus un particulier, on est un professionnel et on rentre dans le champ de la TVA. Et de ce fait, on a l'obligation de détenir le dit certificat ou attestation, puisque les ventes se font à travers un site en ligne qui enregistre les règlements clients. Reste à obtenir d'eBay ou du Bon Coin le certificat en question, ce qui est loin d'être évident à mon sens. Et malheureusement, ce genre de situation se constate a posteriori. C'est toujours a posteriori que le particulier réalise qu'il se comporte comme un professionnel, mais il suffit de peu d'opérations pour entrer dans les ventes à titre habituel qui qualifient d'opérations de professionnels. Après, qui est visé? On peut se poser la question de quels sont les logiciels et systèmes visés. Je crois qu'il est très important de rappeler qu'il n'y a pas d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou d'un système de caisse. Donc, beaucoup de vendeurs de caisse ont expliqué à leurs prospects ou clients qu'il fallait absolument s'équiper. Non, l'obligation, elle n'intervient que quand on utilise un système d'information ou un logiciel de caisse, une caisse enregistreuse, donc qui a une fonction de mémorisation. Et ce choix, il n'appartient qu'à l'assujetti. L'administration n'oblige pas à utiliser un logiciel. Vous pouvez enregistrer sur papier vos règlements de clients particuliers. Reste à savoir si le volume vous le permet. Mais attention, dans le cadre d'un contrôle inopiné, il y a fort à parier que le vérificateur vous demande à vérifier la qualité de votre tenue de livre de caisse. Et c'est pas la peine de tenir un livre de caisse avec un crayon de papier et effacer avec une gomme derrière, puisque le code de commerce le dit très clairement, sans blanc ni rature, on ne peut pas donc rendre effaçable facilement des données écrites sur un registre papier. Donc justement, vous artisans, vous pouvez dire à vos clients, artisans, petites TPE, qu'elles peuvent continuer à utiliser un facturier, un journal de caisse papier, mais aussi un logiciel de bureautique. C'est une précision que nous avons obtenue qui est importante. Quand un logiciel de bureautique fonctionne comme une machine à écrire, c'est-à-dire qu'il ne mémorise pas les données, à ce moment-là, il ne rentre pas dans le champ. Donc, un tableur de type Excel où vous avez un gabarit pour générer une facture et que vous utilisez ce gabarit pour imprimer vos factures que vous adressez en format papier à votre client, pas en PDF, pas de façon électronique. Eh bien, ce tableur, il ne rentre pas dans le champ à condition que vous ne gardiez pas en mémoire chaque version de facture. L'original, c'est la facture papier. Donc, c'est la facture papier qu'il faut conserver. Vous imprimez les factures et vous recommencez avec le même gabarit, donc sans conserver les fichiers Excel de chaque version de facture. C'est la même chose avec Word si vous souhaitiez faire des factures sous Word. Donc, je m'adresse à mes confrères experts comptables. Un client donc qui vous transmet les aides de caisse
Donc, et que vous reprenez dans un agenda de caisse type RCA ou autre, je fais pas de publicité, mais pour vous illustrer le propos, eh bien, il ne rentre pas dans le champ. Un client à qui vous adressez un fichier, enfin plus exactement, l'agenda de caisse ne rentre pas dans le champ. De même, un fichier Excel de saisie des aides de caisse, pas du détail, ne rentre pas dans le champ. Si vous faisiez une saisie détaillée ligne par ligne dans Excel et que vous les conserviez, vous les mémorisiez, vous rentreriez dans le champ. Donc, en revanche, il existe des tableurs qui ont des fonctions de véritable mémorisation. Souvent, ils ont des macros Excel. C'est une véritable caisse reconstituée sur Excel. À ce moment-là, il est clair que ce type de dispositif rentre dans le champ puisqu'il se comporte, il a la fonction de caisse. Donc la fonction de caisse. Alors là, l'administration nous a un peu compliqué en fait la vie en introduisant une nouvelle disposition. Je vous laisse le soin de la lire soigneusement. Un logiciel ou système de caisse est un système informatique qui est doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie, etc., etc. Donc, notez l'idée de système informatique et la fonctionnalité de caisse, c'est le fait de mémoriser, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi enregistrer extra-comptablement des paiements. Donc, on est dans l'idée de distinguer la fonction comptable de la fonction de caisse. La fonction comptable ne permet de s'exonérer du champ de la fonctionnalité de caisse que si elle génère immédiatement, concomitamment, comme le dit le texte, automatiquement, obligatoirement, systématiquement, une écriture comptable. Une écriture comptable, ça veut dire une écriture validée. Seule une écriture validée est une écriture qui est irréversible et qui est admissible par l'administration fiscale. Donc ça veut dire qu'un ERP, par exemple, qui générerait pour toutes les opérations d'enregistrement de règlement des clients particuliers une écriture automatique définitive irréversible, une écriture comptable, dans un journal, elle ne rentre pas, ce système ne rentre pas dans le champ d'application du texte. La difficulté, elle est en fait plus complexe qu'on ne veut le penser parce que beaucoup de logiciels permettent que la génération d'écriture se fasse de façon automatique par paramétrage. Donc, il existe des cas où les utilisateurs peuvent déparamétrer cette fonction de génération d'écriture automatique. Donc, on ne rentre plus dans le champ à ce moment-là. Le deuxième point, c'est que je m'adresse à mes confrères qui ont des logiciels de production comptable. On conserve la fonction de brouillard. On a même obtenu une tolérance récemment de validation des écritures comptables au plus tard à la date d'envoi de l'alias sous certaines conditions de seuil, à propos du FEC notamment. Il était clair que si on reste en brouillard, on ne s'exonère pas du champ. Donc quand vous enregistrez des paiements de particuliers dans un logiciel de production comptable sous forme d'écriture en brouillard, donc d'écritures qui ne sont pas validées, pas définitives, vous restez dans le champ d'application du texte. Il y a l'obligation de détenir un certificat ou une attestation de l'éditeur. Donc, je vous disais donc l'instantanéité, l'automatisme sans intervention humaine, hein, c'est ce qui est précisé, et quel que soit le mode de paiement. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on reste purement comptable et pas fonction de caisse. Donc la distinction n'est pas le type de logiciel, encore une fois, caisse, comptabilité ou gestion au sens facturation par exemple, et logiciel de relation client avec gestion et suivi des encaissements. Ce qui importe, c'est le fait d'avoir une fonction de caisse. Et on peut avoir des logiciels multifonctions, c'est-à-dire qui cumulent en plus de la fonction de caisse une fonction comptable, voire une fonction de gestion. Et à ce moment-là, c'est seulement la fonction caisse qui rentre dans le champ de l'obligation de certification. Je suis désolé, mon graphique est peut-être pas très visible. Il y a en fait 3 cercles. Donc en bas, il y avait, vous distinguez à peine un cercle bleu, donc pour la fonction de gestion, un cercle jaune pour la fonction comptable et un cercle rosé pour la fonction de caisse. C'est l'intersection de ces trois qui fait le logiciel multifonction, ou des deux, c'est l'intersection avec la fonction de caisse qui est l'objet de l'obligation de certification. Et on peut cumuler les trois, et d'ailleurs ces fonctions peuvent être découpées entre plusieurs briques ou plusieurs composantes d'une chaîne de paiement, point sur lequel vous aurez des éléments tout à l'heure. Quel que soit le mode de règlement, tous les logiciels et systèmes de caisse sont concernés, et peu importe que ce soit un logiciel en ligne ou un logiciel on-premise sur un ordinateur. Il n'y a pas de distinction en soi dans la nature du logiciel.
Plus largement encore, l'administration a précisé que les instruments de mesure réglementés, donc comme les rampes de boissons, comme les automates, à partir du moment où ils ont une fonction de caisse, rentrent dans le champ. Et c'est vrai aussi si il s'agit d'instruments de mesure interconnectés ou en réseau. À partir du moment où il y a cette idée de mémorisation des règlements clients. Donc, si on est plus concret, qu'est-ce qui n'est pas visé? Une balance sans fonction de mémorisation des paiements ne rentre pas dans le champ. Une balance qui n'est pas connectée avec la caisse enregistreuse, la balance elle-même ne rentre pas dans le champ de l'obligation de certification. Elle répond à des obligations au titre des poids et mesures, qui sont d'autres champs de certification qui ne concernent pas l'administration fiscale. Et c'est à ce moment-là uniquement la caisse indépendante de la balance qui est certifiée. Si on a des terminaux de paiement où on utilise des prestataires de services de paiement sans dispositif connecté directement, ceux-là ne sont pas dans le champ non plus. En revanche, une balance ou un automate qui a une mémorisation des règlements, une balance connectée avec un terminal point de vente, une balance tactile intégrée ou il existe par exemple des tablettes sur lesquelles des smartphones sur lesquels on peut faire de l'enregistrement de paiement. Vous en voyez de plus en plus dans les magasins ou les restaurants qui intègrent des solutions de pesage ou d'encaissement par exemple, ou qui intègrent une solution d'encaissement sont bien sûr dans le champ. Je vous parlais tout à l'heure de e-commerce et de tolérance. L'administration a introduit une nouvelle disposition dans son instruction. Par tolérance, elle admet que lorsqu'on ne paye qu'en carte bleue ou en virement sur un établissement donc de crédit au sens du droit français, c'est-à-dire du code monétaire et financier, ou au sens de la directive européenne de février 2011, donc c'est-à-dire un établissement bancaire établi dans l'Union européenne qui respecte cette directive du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal. À ce moment-là, l'administration admet que dès lors qu'elle peut avoir connaissance des données, qu'on peut lui communiquer les données de règlement, que la banque, que l'établissement de crédit peut lui transmettre ces données, elle admet que l'assujetti ne détienne pas les certificats ou les attestations. D'abord, moi, je me permets d'alerter toutes les banques et tous les établissements de crédit. Ça veut dire qu'ils conservent toutes les données de leurs clients pendant 6 ans. Ce qu'ils peuvent faire à d'autres titres, mais il n'est pas dit que tous les établissements étrangers le fassent et qu'ils fassent en réalité droit aux demandes de communication de l'administration française et que tous les pays membres de l'UE aient transposé correctement la dite directive. Donc il y a un certain nombre de questions sur ce sujet, d'autant plus que c'est une interrogation du groupe de travail et en tout cas question qui a été posée à l'administration fiscale. Pour le moment, elle met en suspens cette question et ce point va être clarifié probablement dans une FAQ ou repris dans une deuxième version à venir ultérieure du BOFIP. Il y a en France une obligation d'accepter la monnaie scripturaire, la monnaie donc en espèces, les paiements en espèces, et même le fait pour un commerçant de refuser les paiements en espèces est un délit qui est répréhensible au titre du code pénal et du code monétaire et financier. Donc, on ne peut pas refuser les paiements en espèces, sauf des montants supérieurs à 1000 euros, et on ne peut pas refuser les paiements en espèces, sauf pour le cas d'opérations portant sur des métaux. Donc, il y a une réelle difficulté, en fait, de cohabitation, de conjugaison de ces deux textes. Je m'interroge personnellement, mais c'est qu'une question à ce stade, sur la capacité qu'auraient les sites de e-commerce, mais aussi éventuellement d'autres modes de distribution, refuser les paiements en espèces pour rester simplement dans ce champ, pour éviter d'avoir l'obligation d'être certifié ou attesté. Quelles sont les données concernées par le champ d'application du texte? Toutes les données donc de règlement qui sont liées à la réalisation des transactions et qui émettent, qui conduisent à l'émission d'un justificatif, d'une note ou d'un ticket, et peu importe le moment de la génération. On ne fait pas de distinction d'étalement de paiement dans le temps, ce qui peut poser des problèmes de suivi, donc de périmètre de données à suivre dans le logiciel. Tout ce qui est donné, tout ce qui est lié à la réception immédiate ou attendue du paiement. Donc c'est là, l'administration nous a défini enfin dans l'instruction ce qu'il y a dans un ticket quelque part. Le numéro du justificatif, la date, le numéro de caisse, le montant TTC, le détail des articles, de façon assez détaillée. Et encore une fois, ce sont toutes les données liées à la réception immédiate ou attendue du paiement en contrepartie
et avec le mode de règlement et toutes les traces de modification et de correction qui sont concernées et toutes les données simulées via le mode école ou test. Et quand vous avez une centralisation de données de caisse, c'est-à-dire quand on a un système, par exemple un hypermarché qui remonte des données au niveau d'un serveur, voire au niveau national, il faut tracer toutes ces remontées de données, mettre en place un système qui permette l'exhaustivité de la récupération des flux de données de caisse. Donc, et cette traçabilité doit être conservée, donc de la même façon que les données détaillées de caisse. En respectant ces règles, à ce moment-là, on peut centraliser les données et les archiver à un niveau donc supérieur. Bon, Auchan, qui fait partie de notre groupe de travail, avait illustré ce problème. Alors évidemment, on est très loin de la TPE, mais dans un groupe comme Auchan, vous avez 10 000 caisses et logiciels, avec un système extrêmement complexe et toute une chaîne de paiement. C'est clair que des établissements comme Auchan et d'autres groupes de la distribution vont centraliser leurs données et il y a toute une difficulté sur le traçage, l'exhaustivité et l'archivage de ces données qui va devoir être fait chaque année. Comment ça s'articule en fait ce dispositif avec les autres réglementations? Il n'y a pas que la question de la cache, je vous disais tout à l'heure, il y a la question du logiciel permissif. Donc, la certification des logiciels et systèmes de caisse, qui est le noyau là sur ce petit diagramme en rond, c'est le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, mais l'administration demande, c'est aussi l'instruction qui est sortie aussi le 4 juillet, de s'assurer que les logiciels soient pas permissifs et elle les sanctionne. Donc ça touche plus que le logiciel de caisse, ça touche aussi le logiciel de comptabilité, de gestion, facturation, qu'ils enregistrent des règlements ou pas, peu importe. Et puis l'administration, au titre de son droit de communication, peut accéder à des données, peut accéder à des programmes, à des codes, à de la documentation des logiciels, de comptabilité, de gestion et de facturation. Le champ est un peu plus large encore. Et enfin, au titre du contrôle fiscal informatisé qui touche tous les contribuables qui enregistrent donc des écritures comptables ou qui émettent leur liasse fiscale à travers des logiciels, le contribuable doit justifier, il doit donner des données, il doit fournir des données donc qui justifient les écritures comptables et ça peut être une bonne partie du système d'information. Donc le champ d'application des réglementations autres que les caisses est plus large, il faut simplement l'avoir en tête. Il peut y avoir d'autres obligations d'archivage ou de conservation plus larges que celles des logiciels ou systèmes de caisse. C'est le sujet du contrôle fiscal informatisé, notamment. Je vous rappelle simplement que la permissivité des logiciels, et je vous invite à lire cette instruction, est sanctionnée par une amende de 15% du chiffre d'affaires dans la limite de 6 ans de commercialisation du produit. 15% de chiffre d'affaires réalisé avec le produit qui serait considéré comme permissif et qui a toute une série de sanctions, notamment pour complicité de fraude fiscale et toute personne qui aurait participé, même un éditeur, un intégrateur, à la mise en place du caractère permissif du logiciel rentre dans le champ de ces sanctions. Je pense que Thierry, il est temps que tu nous expliques en fait quelles obligations concrètes doivent satisfaire les logiciels et les systèmes de caisse. Oui, merci Marc. Donc effectivement, moi je vais vous parler tout d'abord des obligations pratiques à respecter par les logiciels ou les utilisateurs et Guillaume vous parlera ensuite de la problématique de l'attestation ou de la certification. Donc d'abord, les conditions à respecter pour les assujettis et leur logiciel. Alors, on va revoir la diapo avec les 4 critères que Marc a évoqués tout à l'heure. Donc, l'inaltérabilité des données, la sécurisation. Donc, l'inaltérabilité, on pourrait dire, c'est ce qui protège les données des utilisateurs. La sécurisation, pardon, c'est ce qui protège, y compris des informaticiens. Et puis la conservation, là, c'est effectivement l'obligation de garder les données un certain temps, souvent 6 ans, et l'archivage, donc qui va permettre de garder les données dans un état de telle sorte qu'on puisse les produire à l'administration en cas de besoin. Donc l'inaltérabilité tout d'abord. Donc l'objectif, c'est d'empêcher l'utilisateur de modifier les données validées. Donc c'est que ce soit par des fonctionnalités ou des manipulations diverses dans le logiciel ou dans ces données. Alors si on détaille un petit peu, l'objectif, l'inaltérabilité, c'est pas forcément
que les données ne puissent être modifiées du tout. L'objectif, c'est qu'elles ne puissent pas être modifiées sans laisser de traces. Et donc, l'administration, en cas de contrôle, puisse s'assurer des causes et des conséquences de ces modifications. Et donc, pour cela, en fait, on doit, si des données sont modifiées, tracer toutes les modifications ou annulations ou suppressions, et donc passer, comme en comptabilité, des opérations de débit-crédit, ben là c'est des opérations de plus et de moins, et donc jamais par des modifications directes des données d'origine. Et donc ces mêmes données, donc ces nouveaux enregistrements, on peut dire, qui sont réalisés avec les modifications, deviennent également des données de base qui doivent elles-mêmes être protégées et inaltérables. La sécurisation, donc c'est là on touche plus à l'informaticien qu'à l'utilisateur, c'est s'assurer que l'ensemble des données et de ceux qui y accèdent soient protégés par tout procédé technique. Donc là, on va parler de cryptage, de chaînage, de signature électronique, tout autant de procédés techniques qui vont permettre d'empêcher, y compris des informaticiens, d'aller modifier les données qui doivent rester inaltérables. La conservation des données, eh bien là, il s'agit de s'assurer que dans le logiciel ou à l'extérieur du logiciel, si on ne peut pas garder tout en ligne, on puisse pendant 6 ans produire toutes les données nécessaires, notamment dans le cas d'un contrôle fiscal ou d'un contrôle du système de caisse. Donc là, on vous a remis, je ne vais pas le parcourir, un tableau récapitulatif des règles de conservation et d'archivage. Donc on voit que c'est quand même le plus souvent 6 ans, même si dans certains cas, il y a des conservations qui sont à prévoir, y compris pour les systèmes qui sont cessés d'être diffusés. Et donc, puisque le droit de communication, lui, il expire que 3 ans après l'arrêt de la diffusion. Donc voilà, je ne recommande pas ça. Donc les obligations à satisfaire par les systèmes dans le cadre de la conservation. Alors il y a un sujet qui est l'article 170 du BOFIP, là, qui vient de paraître, c'est la clôture périodique. Et donc pour les systèmes de caisse, caisse enregistreuse, terminaux point de vente, donc ceux qui réalisent directement les encaissements, il y a une obligation de prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle. Donc ce qui veut dire figer les données et faire comme l'équivalent, on va dire, d'une clôture comptable, mais à l'échelle de la journée. Donc ces systèmes de clôture, ils existent dans la majorité des caisses enregistreuses. C'est ce qui permet de déclencher ensuite le travail sur les aides de caisse pour les recentraliser en comptabilité. Toutefois, à ce stade, il reste un flou dans ce texte, puisque tel qu'est rédigé ce paragraphe-là, l'obligation de clôture journalière pourrait s'appliquer également à un logiciel de facturation et d'encaissement qui n'est pas une caisse enregistreuse ou un terminal point de vente, donc un simple logiciel de facturation utilisé pour faire des factures à des particuliers. Et donc c'est rédigé comme ça dans le texte pour l'instant. Cependant, la DGFiP nous a déjà indiqué, suite à notre alerte, que la discussion reste ouverte et que ce point pourrait être précisé dans une FAQ, une publication de questions-réponses dans les semaines ou j'espère, sinon mois qui viennent. Donc voilà, c'est une problématique donc pour les logiciels de facturation. Pour ces calculs intermédiaires, donc la clôture doit permettre de mettre à jour un cumul du grand total de la période, un total perpétuel, et de conserver ces données dans le système. Donc c'est les cumuls de chiffre d'affaires qui sont décrits précisément tels que vous les voyez là dans le BOFIP, et qui, à l'évidence, quand on parle de total perpétuel, on voit bien, c'est un cumul qui est lié à l'utilisation de la machine, et donc c'est ce qui pose toute l'ambiguïté de la question des logiciels de facturation qui ne sont pas réellement visés. L'archivage, donc c'est le 4e critère. Donc là, l'objectif de l'archivage, il est très vaste. Il est de préparer les données, de conserver les données avec des moyens sûrs qui vont permettre de les produire en cas de demande de l'administration, et donc de les figer dans le temps
à partir du moment où un ticket de caisse est validé. On doit figer les données et leur donner date certaine, et donc date certaine voulant dire une valeur probante. Et donc, alors on vous a mis un petit tableau que je ne vais pas parcourir non plus, mais qui permet de mettre en évidence que l'archivage, ce n'est pas la sauvegarde. Une sauvegarde, pour faire simple, c'est un moyen technique de sécuriser le système informatique et de redémarrer en cas de problème technique. L'archivage, lui, a pour but de garder les données dans l'état où elles étaient et de manière donc certaine, comme on l'a vu, et également de les conserver dans la durée. Une sauvegarde, elle peut servir le temps qu'on s'en sert pour restaurer le système, mais une archive, elle doit être produite durant les 6 ans s'il s'agit du contrôle fiscal. Et donc, même si on a changé de système, on doit être capable de produire des archives. Donc, c'est vraiment totalement indépendant des systèmes de sauvegarde. Alors, dans le rôle de l'archivage, il y a deux choses. Il y a ce qui revient à l'éditeur. Donc l'éditeur, lui, son rôle, ça va être de proposer dans le logiciel des fonctionnalités qui permettent d'exporter des données, de générer des archives dans alors, à la fois de manière fiable, c'est-à-dire qui fige les données et qui permet de leur donner des dates certaines, et d'autre part, de conserver également toutes les traces des purges et d'archivage qui doivent être réalisées. Il n'est pas interdit à un éditeur ou à un utilisateur de purger ces données. Par contre, cette possibilité de purger les données doit être assortie d'une conservation sous forme d'archives qui permettent de ne pas réduire le champ d'investigation de l'administration. Et donc l'assujetti, lui, il va devoir réaliser ces archives, c'est-à-dire utiliser les fonctionnalités mises à sa disposition par le logiciel. Et c'est son rôle de déposer ces archives auprès d'un tiers archiveur à l'idéal, ou sinon de trouver un moyen technique fiable qui va permettre de conserver les données dans le temps. Le format d'archivage, donc c'est là où c'est très différent de la sauvegarde. Il s'agit de produire des fichiers dans des formats très facilement exploitables par l'administration. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas de bases de données SQL, mais bien des fichiers exploitables facilement, TXT, CSV, dans l'idéal. L'archivage doit être réalisé au moins une fois par an, donc à l'exercice comptable ou à l'année civile. Et bien sûr à chaque purge de données, puisque on réduit le périmètre des données conservées dans le système. Donc il faut produire un archivage à chaque purge. Ces archives qui sont produites, elles peuvent être conservées sur des supports externes, hein, bien sûr, c'est pour les rendre facilement accessibles, mais dans tous les cas, donc les disques optiques sont acceptés, des disques durs externes, ça va permettre de les retrouver facilement. Néanmoins, ce système-là ne permet pas, sauf si on a un système d'archivage électronique certifié, il y a des normes AFNOR pour ça. Donc, sauf dans le cas où on a son propre système d'archivage électronique certifié, eh bien, il faut conserver ces données dans des systèmes normalisés. Donc là, c'est le rôle des tiers archiveurs qui vont permettre de conserver les données dans l'état où on leur a donné, de manière sécurisée et qui assurément seront exploitables au bout de 6 ans à la fin du délai de conservation obligatoire. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Guillaume qui va vous parler de la certification ou de l'attestation. Merci Marc, merci Thierry. J'espère qu'avec vos premières explications, nos auditeurs ont pu déjà cerner les impacts de la loi concernant leur organisation. Et je vais me permettre d'éclaircir les éléments concernant la certification ou l'attestation. Quel choix nous avons ou vous avez autour de ces éléments? Donc, avant d'introduire les différents aspects, je veux rappeler que c'est déjà de la responsabilité de l'assujetti de présenter vis-à-vis de l'administration les différents certificats ou attestations qu'il doit posséder par rapport au logiciel utilisé dans leur système. Un des éléments aussi importants autour de l'attestation ou de la certification, c'est que l'administration a pensé à tous les acteurs qui peuvent interagir avec le système d'information et justement avoir des impacts. Donc, bien sûr,
l'éditeur de la solution de gestion, mais également l'intégrateur de la solution, le prestataire de service. Je vous expliquerai, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que peut faire un intégrateur autour d'une solution de gestion, quel est son domaine d'intervention. Et pour finir, on a aussi le fait de prendre en compte le dernier intervenant qui ait pu interagir avec le système. Donc, fort de ces éléments-là, on va pouvoir effectivement savoir dans quel cas on va pouvoir faire appel à la certification ou dans quel cas on va pouvoir faire appel à l'attestation. Alors, il y a des cas où il n'y a pas de discussion possible. La certification est obligatoire lorsqu'on fait appel à des logiciels développés en interne ou pour lequel un intervenant qui n'est pas considéré comme un éditeur est intervenu et a pu mettre en cause les 4 principes que sont l'inéternité, la sécurisation, la conservation et l'archivage. On vous en parle depuis le début de cette session. Et aussi également tout ce qui va concerner les logiciels libres. Alors, au même titre, lorsque on peut courir à l'attestation si on est un éditeur de la solution. Alors, dans ce contexte-là, l'éditeur, lui, va pouvoir attester que sa version de logiciel correspond bien à l'application de la loi et le fait que les 4 principes n'aient pas été remis en cause. Alors bien sûr, dans des groupes, on peut avoir des filiales qui ont une activité d'édition, mais il va falloir nettement que cette activité d'édition soit une activité réelle et non pas juste un code NAF-NAS obtenu au sein du groupe. Donc, bien sûr, si on avait affaire qu'à un logiciel et un éditeur, les éléments seraient simples. Mais comme on l'a vu tout à l'heure dans l'explication de Marc, si on prend l'exemple d'Auchan, on a forcément plein de systèmes qui peuvent intervenir ou concourir à l'encaissement d'un client. Et dans ce contexte-là, on va pouvoir avoir différentes briques qui peuvent interagir entre elles. Et donc, par rapport à ces différentes briques, on pourrait très bien avoir un système de facturation d'un côté et un système d'encaissement de l'autre. Eh bien, il va falloir effectivement que l'assujetti puisse présenter tous les certificats ou attestations qui correspondent aux différentes briques qui concourent à l'enregistrement d'un encaissement de client. Alors, pour les intégrateurs, je vais vous exposer qu'est-ce qu'un intégrateur pour que vous compreniez exactement ce qu'il en est. Un intégrateur, donc au-delà de la sortie des logiciels en boîte que peuvent faire les éditeurs, on a effectivement des intégrateurs qui peuvent intervenir pour différentes raisons. La première, ça peut être parce qu'ils sont un spécialiste d'un métier qui vous correspond et qu'ils accompagnent l'éditeur dans le déploiement du logiciel. Le second, c'est effectivement qu'on a un logiciel qui est hautement paramétrable et que dans ce contexte-là, il est difficile pour un client de prendre le logiciel et de paramétrer par lui-même. Et dans ce cas-là, on fait appel à l'intégrateur qui connaît parfaitement la solution et qui va pouvoir déployer le système. Un des derniers exemples qu'on peut avoir d'intervention d'un intégrateur, c'est aussi que dans votre activité, effectivement, les personnes en interne n'ont pas le temps de pouvoir travailler sur un projet. Et dans ce contexte-là, les équipes de l'intégrateur vont pouvoir faire le projet à la place des équipes en interne. Donc, qu'est-ce que fait l'intégrateur? Il va, autour de la solution qu'il déploie, opérer le paramétrage, plus ou moins avancé en fonction des capacités de la solution. Il va pouvoir reprendre l'historique des données. Et il va pouvoir aussi donc réaliser les interfaces entre les différentes briques qui peuvent concourir à l'enregistrement d'un encaissement client. Et bien sûr, au cas où, il est capable aussi de faire des développements. Et dans ce contexte-là, son développement pourra intervenir peut-être dans la chaîne de l'encaissement client, et dans ce cas-là, devra concourir soit à une attestation, soit à une certification. Alors, concernant les éléments, effectivement, il est peu probable, enfin, il n'est pas pensable pour les intégrateurs que on puisse certifier ou faire une certification de tous les déploiements faits chez tous nos clients. Économiquement, c'est pas quelque chose de viable, et en plus, indirectement, le coût serait supporté par nos clients. Donc, un des éléments, c'est effectivement, on va pouvoir, en tant qu'intégrateur, pouvoir passer une certification de service qui va nous permettre effectivement de pouvoir vous accompagner, d'accompagner nos clients et le fait de pouvoir certifier ou attester les différentes briques. C'est-à-dire que sur l'utilisation des solutions des éditeurs, on va pouvoir dire que la qualité de nos prestations de services, les éléments qu'on s'engage à respecter vis-à-vis de la loi, nous permettent effectivement de participer à la sécurité des données et à la certification. Donc, la présentation du certificat ou de l'attestation éditeur plus la certification de la prestation de service de l'intégrateur vous permettra d'être conforme vis-à-vis de la loi. Alors, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse sur les intégrateurs, puisqu'en fait, on a besoin de mobiliser les intégrateurs. Alors,
s'il y a des intégrateurs qui m'écoutent, vous l'aurez compris, forcément c'est une contrainte l'application de cette loi parce que c'est une charge complémentaire, mais c'est aussi une opportunité puisqu'effectivement la possibilité de pouvoir être un intégrateur certifié en prestation de service va permettre de pouvoir, vis-à-vis de nos clients, instaurer un élément de confiance plus important, surtout qu'en général, on est dans une relation tripartite avec un éditeur, donc cet élément-là sera un élément important. Et puis c'est aussi finalement une image de sérieux vis-à-vis de nos clients, puisque on aura donc la capacité à montrer que nous sommes des sachants aussi vis-à-vis de la loi et que nos déploiements respectent l'ensemble des éléments. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous à vos intégrateurs pour effectivement qu'ils puissent nous rejoindre pour la construction du référentiel. Alors, donc effectivement, vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on intervient autour de l'un des 4 principes que sont l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage, on considère, en tout cas l'administration, le texte de loi considère qu'il s'agit là d'une modification d'une version majeure et qu'à chaque fois qu'un des 4 principes est touché, il est nécessaire de reproduire une attestation ou une certification de la version du produit. Alors ça pose une difficulté, notamment pour les éditeurs SaaS. Vous savez, donc, quand on est en édition SaaS pure, on va avoir des versions parfois hebdomadaires, mensuelles, qui sortent à chaque fois. Et donc du coup, parfois, selon les solutions, qui sont parfois des solutions mondiales, il y a des aspects, des basses couches qui peuvent interagir dans l'application, mettre en exergue les 4 principes sans véritablement qu'on l'on sache si cette version va être homologuée ou pas. Donc, une des difficultés qu'on va avoir pour pouvoir produire l'attestation de la certification, c'est effectivement que l'identification des versions majeures est portée sur l'un des 4 principes et il va falloir identifier ces éléments-là pour reproduire l'attestation ou la certification. Alors, le contrôle, de quelle manière il va pouvoir s'opérer auprès des assujettis? Effectivement, vous allez avoir possibilité d'avoir des contrôles d'administration de manière inopinée ou alors des vérifications lors d'un examen de comptabilité directement chez vous, dans vos locaux. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, si vous n'êtes pas capable de présenter les certificats ou attestations par rapport au respect des conditions que vous devez avoir vis-à-vis de la loi, eh bien, vous êtes passible d'une amende de 7 500 € et vous avez 60 jours pour pouvoir effectivement vous mettre en conformité vis-à-vis de la loi. Passé ces délais, on rentre un cycle à nouveau dans un contrôle où vous pouvez encore être responsable vis-à-vis de la loi des 7 500 € pour les 60 jours suivants. Donc, il existe pour la certification, pour savoir si effectivement vous êtes en production interne d'un logiciel ou au monde libre ou vous posez des questions sur comment certifier votre solution, il y a 2 organismes qui existent, puisque l'administration exige que les organismes certificateurs soient accrédités COFRAC. Et dans ce contexte-là, en France, nous avons 2 organismes qui permettent de faire la certification et qui sont accrédités COFRAC, que sont InfoCert et LNE. Donc, je vais repasser la main à Thierry qui va pouvoir vous expliquer comment nous construisons les référentiels éditeurs et intégrateurs. Et je te laisse donc la suite. Merci Guillaume. Donc, alors, je vais vous parler de référentiel parce que pour pouvoir faire des attestations ou des certificats, il faut un référentiel. Nous nous sommes réunis, donc un très grand nombre, une trentaine de participants environ dans un groupe de travail qui réunit au final un organisme de certification, des experts comptables, des éditeurs de logiciels, des entreprises, des grandes entreprises ou des associations d'entreprises, et puis des avocats, des fiscalistes indépendants. Et donc ce groupe travaille à l'analyse des textes et produit des questions, prépare des questions ou des propositions à la DGFiP qui sont relayées par un groupe un peu plus restreint quand même, qui rencontre plutôt une fois par mois le rythme depuis quelque temps, donc le service du contrôle fiscal pour essayer de rendre les textes, les BOFiP, notamment ceux qui viennent de sortir, plus applicables et plus clairs pour tous. Hein, c'est pas forcément, on change pas la loi, mais on essaie de la rendre plus lisible. Donc voilà le rôle du groupe de travail. Et ce groupe de travail, il prend en compte le fait que dans le BOFiP, en l'occurrence, la DGFiP ne donne pas d'éléments techniques, ne donne pas de cahier des charges, donne des éléments de bonne pratique dans certains cas, mais c'est plutôt des règles. Donc l'objectif de notre groupe, c'est de proposer, de construire un référentiel, puisque la DGFiP dit clairement que c'est pas son rôle de le faire.
aux éditeurs principalement. Et donc nous sommes en cours de travail de construction donc de ce référentiel qui a été préparé depuis quelques mois déjà, mais pour lequel on attendait la publication du BOFIP qui pouvait changer un petit peu les données du problème. Et donc, l'objectif de ce référentiel, c'est de le rendre public et faire en sorte que les éditeurs, les intégrateurs aient tous un support un peu plus pratique permettant de se mettre en conformité et de donner son attestation plus sereinement pour un éditeur qui peut produire une attestation. Alors, dans ces référentiels, donc aujourd'hui, il y a deux sortes, donc il y a certification et attestation. Certification, c'est fait par les organismes de certification, comme on les appelle. Donc, il y en a deux, le LNE et InfoCert. Donc, le LNE fait partie de notre groupe de travail. Et donc, un référentiel au sens de la certification, c'était des cahiers des charges très précis, un agrément par la COFRAC et un regroupement d'un ensemble de compétences métiers qui représentent les parties intéressées pour faire ce référentiel. Donc le LNE participe à notre groupe de travail pour justement avoir ce panel des parties intéressées et asseoir son travail de certification. Et ensuite, le LNE respecte le formalisme de sa démarche COFRAC pour aboutir à un référentiel de certification et qui va être utilisé par des auditeurs. Et puis le groupe de l'académie et notamment les éditeurs travaillent sur le référentiel d'attestation qui, lui, bien sûr, est en cohérence avec ce qui sera fait par les certificateurs, mais va permettre aux éditeurs de produire une attestation en s'assurant qu'ils ont bien compris les textes et les bonnes pratiques qui doivent en découler. Alors, comment choisir pour un éditeur ou une entreprise entre attestation et certificat? Eh bien, en fait, il y a deux cas de figure assez simples. Pour un éditeur, un intégrateur ou une SS2I, pour ceux qui ont beaucoup investi sur le sujet, qui ont des procédures qualité, qui ont produit des versions assez fréquemment, ils ont le choix entre l'attestation ou le certificat, donc l'attestation interne ou le certificat externe. Dès lors que l'éditeur ou cet intégrateur maîtrise un peu moins le sujet, il est vivement conseillé de passer par un certificat pour être sûr de sortir un produit conforme au bout du compte. Et le deuxième cas, c'est les entreprises qui ont leur propre système spécifique, où là, n'ayant pas un code NAS informatique, elles sont de toute façon obligatoirement doivent passer par le certificat. Donc la démarche de certification, on l'évoquera tout à l'heure, c'est pas une petite affaire. L'attestation pour les éditeurs, donc il y a un modèle qui a été réactualisé par l'administration par rapport à 2016, qui se base beaucoup sur le modèle proposé par notre groupe de travail, donc qui a été simplifié. Et donc il y a deux volets dans l'attestation que doit produire l'éditeur. Un volet qui est celui de l'éditeur qui va décrire, qui va l'engager déjà à respecter les 4 critères, qui va décrire le périmètre couvert par l'attestation, et ça c'est important notamment dans le cas des logiciels multifonctions, de bien préciser quel est le périmètre fonctionnel de la partie qu'on appellera fonction de caisse, et éventuellement de préciser les points sur lesquels il n'est pas ou pas encore conforme, puisqu'on a une année un peu de transition. Et donc voilà, l'engagement de l'éditeur, lui, c'est très engageant puisque c'est lui qui peut être solidaire des problèmes rencontrés par la suite. Le volet 2, c'est celui à remplir par l'entreprise, qui, elle, va simplement déclarer qu'elle utilise le logiciel depuis telle date et qui atteste néanmoins utiliser ce logiciel conformément aux réglementations en vigueur. Et donc voilà, les éditeurs vont produire ces attestations à remplir par le client. Pour la certification, eh bien, la démarche est différente. Alors, elle peut également être suivie par ceux qui font l'attestation, mais faire certifier son logiciel, ça veut dire monter un dossier de demande, hein, c'est un gros travail, qui va aboutir à déjà pré-mâcher le travail du contrôleur. Donc, c'est pas je donne mon logiciel, c'est je donne un dossier. Et ce dossier va être reçu et audité par l'organisme, qui va lui-même après procéder à une évaluation de la conformité sur base de ses critères propres. Et donc là, c'est au minimum 3 jours de travail. Et au bout du compte, il va y avoir
un audit de qualité et une synthèse d'évaluation qui vont être produits par l'organisme, qui vont dire le logiciel est conforme ou pas, on donne notre certificat. Donc c'est des coûts qui sont, on parle en milliers d'euros, donc c'est pas à prendre à la légère pour une entreprise. Dans tous les cas, il y a des points communs quand même entre l'attestation et le certificat. Ils ne sont pas du tout opposés. Ils sont tous basés sur un référentiel qui est représentatif. La durée de vie du certificat, comme l'attestation, est limitée à la validité de la version. Dès qu'on touche un critère, les deux ne sont plus valables. Ils sont soumis à des stabilités de dispositifs techniques. S'il y a des changements majeurs de technologie, bien effectivement, on peut être obligé de les faire évoluer. Ils sont exigibles tous les deux depuis le 1er janvier. Même si on est dans une année de tolérance. Et en cas de fraude, dans tous les cas, il y a une responsabilité de l'utilisateur. Qu'il est fraudé avec un logiciel certifié ou attesté, les risques pour l'entreprise sont les mêmes. Donc voilà, alors c'est bon, je vais repasser la parole à Marc pour conclure et enchaîner avec une partie questions-réponses. Alors la question est de savoir si ce texte qui est applicable depuis théoriquement le 1er janvier 2018 sera suivi de façon rigoureuse par l'administration cette année. C'est clair que sortant une instruction fiscale au mois de juillet, on peut difficilement exiger aux éditeurs et aux entreprises d'être conformes dès le mois d'août. L'administration fiscale considère que 2018 est un peu une année pédagogique, moi je devrais dire un peu une année en suspens. Et la réalité, c'est que vraiment la question deviendra urgente, enfin pas urgente n'est peut-être pas le bon mot choisi, mais vraiment sur le dessus du panier à partir de janvier 2019. L'administration a en tête qu'il faut un certain temps pour s'adapter. Par contre, elle attend des éditeurs, elle attend des entreprises qu'ils se préparent. D'ailleurs, je signale aux entreprises que dans le cadre du BOFIP sur les sanctions au titre des logiciels permissifs, il est attendu des mesures de contrôle interne qui accompagnent donc la prévention de la fraude et qui sont détaillées dans cette autre instruction. Donc, il est temps de les mettre en place et il est temps d'interroger les éditeurs et les intégrateurs pour qu'ils se préparent. Et si vous avez un logiciel développé en interne, précipitez-vous pour préparer la certification car il y a peu de capacité d'analyse chez les certificateurs pour le moment. Il faut former des auditeurs au regard de l'ampleur du marché à auditer. Donc, il va y avoir un véritable goulot d'étranglement à la fin de l'année. Moi, j'insisterai aussi beaucoup sur le fait que l'archivage est quelque chose qui se prépare et qu'il va falloir archiver. Ça, vous ne pouvez pas y échapper, ça ne fait pas partie de la tolérance ou de l'année pédagogique. Vous devrez archiver les données à la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Donc, dès janvier 2019 ou dès février, il faudra se préparer à archiver toutes les données qui sont dans le périmètre. Donc, il y a déjà eu d'ailleurs des contrôles sur place, mais c'est juste à des fins pédagogiques pour sensibiliser quelques grandes entreprises en leur indiquant, le vérificateur leur a indiqué qu'il repasserait. Donc, la sanction, a priori, ne sera pas appliquée, bien entendu, pour 2018, sauf si le vérificateur, à l'occasion de son contrôle, d'une vérification de comptabilité, constate qu'il y a une véritable fraude fiscale, c'est-à-dire qu'il constate qu'il y a eu des effacements de règlement, qu'il y a eu dissimulation de recettes. Ça, tolérance ou pas, année pédagogique ou pas, il est clair que ce sera sanctionné, que c'est du pénal et qu'il y a des sanctions financières extrêmement lourdes. Pour pouvoir se mettre en conformité, moi je vous invite à suivre nos travaux. Je pense qu'à la rentrée, nous pourrons être en mesure de présenter notre référentiel et qu'on aura d'autres occasions, webinaires, conférences, de présenter donc nos travaux, des articles, des dossiers, et que vous ne devez pas tarder à, soit au titre du devoir de conseil, informer vos clients, soit au titre des travaux d'éditeurs, que vous soyez un véritable éditeur ou une entreprise, à entamer la préparation, car d'expérience, pour ma part, j'interviens aussi comme éditeur pour le LNE. D'expérience, les entreprises, les éditeurs ont besoin d'un certain temps pour pouvoir être préparés. Il est fréquent que des dossiers de demande de certification qui se présentent aux deux certificateurs, que ce soit InfoCert ou LNE,
ne soit pas complet, ne soit pas prêt et que le certificateur soit obligé de rejeter la demande de certification pour défaut de préparation. Donc l'administration connaît la charte que nous avons proposée dans le cadre de notre groupe de travail, qui est une charte d'engagement à se mettre en conformité. Vous pouvez la télécharger sur le site de l'Académie, la remplir et l'afficher sur votre site ou la présenter lors d'un contrôle. Ça sera gage de votre bonne foi et de cette volonté de se mettre en conformité. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose qu'on aborde maintenant les questions-réponses. Et j'ai une première question parmi les nombreuses que vous avez évoquées qui concerne la qualification de logiciel métier pour les caisses enregistreuses. Alors, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais il y a une problématique qui est la suivante, c'est en fait, quelle est la liaison entre l'enregistrement comptable qui se retrouve, l'écriture se retrouve dans le FEC, et la caisse. L'administration fiscale nous indiquait depuis le début de nos conversations qu'elle attend le détail dans les écritures comptables de toutes les opérations de caisse. Parce qu'elle considère qu'on enregistre dans la comptabilité, opération par opération, jour par jour, chaque transaction et qu'on la distingue. On ne peut pas, elle ne considérait pas jusque-là qu'on fasse des globalisations des écritures récapitulatives. C'est dommage puisque dans le code de commerce et le PCG, il y a cette option. Donc on n'a pas manqué de rappeler ce point à l'administration fiscale. Voilà le point de nos conversations aujourd'hui. L'administration fiscale accepte a priori, mais reste à l'écrire, et nous allons poser la question par écrit de manière à avoir une réponse par écrit. Elle accepte en fait que dès lors que l'assujetti utilise une caisse enregistreuse, un système de caisse, un logiciel de caisse certifié ou attesté, et donc qu'il conserve les données en archive des caisses, que l'entreprise ou l'expert comptable n'enregistre que le Z de caisse quotidien dans la comptabilité. Charge à l'expert comptable de prouver qu'il y a une cohérence entre le Z de caisse et le détail des caisses quotidiens. Donc ça veut dire qu'il faut bien archiver ou conserver les données. Donc en termes de FEC, puisque c'est une autre question qui se recoupe, l'obligation c'est normalement en comptabilité elle doit enregistrer le détail des écritures comptables, donc le détail des opérations, mais il y aura une tolérance que je viens d'évoquer. Donc, on va considérer que la caisse est un logiciel métier. Cette particularité logiciel métier a été édictée pour le FEC, puisque l'administration fiscale, pour ne pas avoir trop d'écriture dans le FEC, souhaitait que les contribuables qui ont beaucoup d'opérations, par exemple des compagnies d'assurance ou des sociétés qui font du stockage, qui ont beaucoup d'items dans la gestion des stocks, que ces sociétés ne fournissent que dans un deuxième temps le détail des écritures dans les logiciels dans lesquels elles gèrent de façon indépendante le stockage ou les cotisations d'assurance. Eh bien, on appliquera la même disposition pour lesquelles on va considérer que c'est un logiciel métier. Mayotte et la Guyane ne sont pas assujettis à la TVA. Est-ce que cette réglementation s'applique dans ces départements? Clairement non, puisqu'il n'y a pas d'assujettissement à la TVA. Ça me permet de répondre rapidement à cette question. Notre éditeur de logiciel comptable, c'est une question d'un éditeur de logiciel comptable, pardon. Notre module de déclaration de TVA impose que l'utilisateur précise pour chaque règlement le taux de TVA applicable. Ce module ne passe aucune écriture. Sommes-nous dans le champ de la certification ou de l'attestation? Alors, j'avoue que j'ai besoin de précision. Moi, je m'adresse à cet éditeur parce que je pense qu'il y a des confusions entre plusieurs notions. Donc, vous avez un module qui permet d'établir en fait une déclaration, une CA3, si je comprends bien. Donc, vous ne générez pas d'écriture. Non, si vous ne suivez pas le règlement client, que ce n'est pas un logiciel qui sert à enregistrer les paiements de clients particuliers, a priori, vous n'êtes pas dans le champ. Mais ça mériterait quand même plus d'explications. Donc, un expert comptable qui facture du particulier est bien dans le champ à partir du moment où il utilise un logiciel comptable et qu'il enregistre dans ce logiciel comptable les règlements de ses clients ou qu'il facture à travers son logiciel de gestion ses clients et qu'il en fait le suivi en termes de règlement. Dès lors qu'il enregistre en brouillard les écritures correspondantes. Je vous ai dit au début de notre webinaire que l'administration a introduit une subtilité.
Si jamais le logiciel comptable générait de façon automatique, systématique, concomitante des écritures comptables donc validées, à ce moment-là, vous échapperiez à l'obligation de détenir un certificat ou une attestation. Mais en pratique, comme tout expert comptable qui, j'allais dire, se respecte, vous utilisez le brouillard tant que vous pouvez, c'est-à-dire jusqu'à la date maximum de télédéclaration des écritures, sauf à ce que vous dépassiez les seuils de tolérance qu'ont définis les membres de la DGFiP. Mais moi, je me tourne vers Thierry. Thierry, en fait, quand tu te mets dans la position d'un éditeur, peux-tu distinguer en fait le cas où tu es où tu es un utilisateur particulier, ou comment tu vas faire toi, éditeur, face à cette cascade en fait de contraintes? Aujourd'hui, en fait, je ne connais pas, moi, de logiciel de facturation qui distingue particulier et professionnel. Et donc, pour tous les éditeurs que je connais, et mon entreprise y compris, on a l'obligation d'appliquer les mêmes règles aux professionnels qu'aux particuliers. De toute façon, en ce qui concerne la sécurisation de la facture, les règles sont déjà existantes de toute façon dans l'article 289. Et sur les règlements, et notamment s'il devait y avoir une obligation de clôture quotidienne, eh bien, effectivement, on ne saurait pas distinguer professionnels, les gens qui facturent à des professionnels ou à des particuliers, s'appliquerait forcément à tout le monde. Donc en pratique, la plupart des éditeurs ont intérêt à considérer que quel que soit l'usage imprévisible, je veux dire, des utilisateurs, ils doivent s'attester ou se faire certifier. Et même, vous voyez que cette question d'extra-comptabilité, enregistrement à caractère extra-comptable, est impossible à présumer si on a une option de brouillard ou si on a un paramétrage dans l'ERP qui permet de décocher en fait cette option. Il y a d'autres questions comme le fait qu'une caisse ne respecte pas les nouvelles normes ne peut donc pas être corrigé par une ressaisie sur un outil Excel, RCA ou autre. Bah oui, c'est vrai qu'à partir du moment où vous enregistrez dans une caisse, donc une caisse qui a une fonction de mémorisation, vous devez rentrer dans le champ. Ce n'est pas parce que vous enregistrez en parallèle dans un outil du type agenda de caisse comme RCA que vous réglez le problème. L'agenda de caisse de type RCA, c'est juste pour récupérer un Z de caisse. Le Z de caisse, comme je vous l'expliquais, sert à faire une écriture globalisante, donc qui est une écriture quotidienne par tolérance de l'administration, donc qui regroupe toutes les opérations de la journée, à condition de pouvoir fournir le détail ultérieurement. Dans le cadre d'une attestation, peut-on identifier des non-conformités? Si oui, comment? Absence d'archivage. Bon, c'est clair que si vous faites un travail de préparation à l'attestation ou à la certification d'ailleurs, vous allez identifier des non-conformités qu'il faudra corriger. Comment ça se passe un audit de certification? Par exemple, pour le LNE, actuellement, dans l'état du référentiel, il y a 29 points de contrôle à vérifier par l'auditeur et l'auditeur indique si les non-conformités sont vraiment problématiques, auquel cas il demande donc à l'éditeur de retravailler fortement, ou s'il s'agit de points qui peuvent être corrigés aisément et qu'il peut revoir quelques semaines après. Donc, on fait la distinction et les travaux de préparation et d'audit sont souvent l'occasion de détecter s'il y a des failles, s'il y a des permissivités dans le logiciel. Donc, je me mets du côté, si c'était ça la question de l'utilisateur, il y a une forme très précise à respecter sur l'attestation. Et cette forme donc d'attestation, si elle n'est pas respectée, l'attestation n'est pas valable. Il y a notamment le fait que les utilisateurs doivent signer l'attestation. Donc, on avait dit tout à l'heure, il y a deux parties, celle de l'éditeur, celle de l'utilisateur. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle version majeure, il faudra rééditer une attestation co-signée par l'utilisateur. Donc, l'amende s'applique donc dès le premier contrôle. Nous n'avons pas 60 jours pour se mettre à jour et s'exonérer de l'amende. Non, l'amende s'applique dès le premier contrôle. Alors, il y a un point, très honnêtement, il y a un point de procédure, ce qui n'est pas clair dans le BOFIP, mais qui est, en tout cas, mon avis, et celui d'autres avocats fiscalistes. Dans ces cas-là, il y a le délai légal standard de mise en demeure qui s'applique. C'est-à-dire que, normalement, le vérificateur devrait vous mettre en demeure, donc sous 30 jours,
de lui remettre la certification ou l'attestation. Et ça n'est qu'à l'issue des 30 jours qu'il pourrait appliquer l'amende. Puis à ce moment-là, le délai de 60 jours s'appliquera. Mais je ne suis pas absolument certain de cette affaire, on n'a pas de contentieux à ce jour, et c'est un point que nous devons clarifier avec l'administration. Donc, autrement dit, dans la logique que je viens de vous expliquer, excusez-moi, le vérificateur met en demeure donc l'assujetti, lequel a 30 jours pour présenter le certificat. Si dans les 30 jours, il n'est pas présenté, il y a l'amende de 7 500 €. Mais si c'est toujours pas présenté, il y a à ce moment-là la possibilité pour le certificateur de revenir au bout de 60 jours et là, l'amende se réapplique. Donc en pratique, la première fois, on a 90 jours. 80 jours, pardon, excusez-moi. Je ne sais plus compter, ça rend pas ça. Donc, à vérifier avec l'administration fiscale, mais c'est en tout cas la position qui est dégagée par plusieurs avocats fiscalistes et autres spécialistes. Donc, mais par contre, vous, utilisateurs, vous constatez des non-conformités malgré une attestation, l'éditeur n'a pas fait son travail, n'hésitez pas à le signaler à l'éditeur et n'hésitez pas de toute façon à écrire à l'éditeur pour lui demander cette attestation. Qui est responsable de la démarche de certification? C'est pas vous. C'est l'éditeur qui doit s'adresser au certificateur. C'est l'éditeur, alternativement, qui doit émettre l'attestation. C'est à vous, par contre, utilisateur, de lui demander. Bah, le montant de l'amende, c'est, je rappelle, puisqu'on me pose la question, 7 500 € par version de logiciel ou de système de caisse utilisé. Donc, 7 500 €, c'est quel que soit le lieu d'utilisation, si vous utilisez un même système dans toute la France métropolitaine, vous êtes EDOM, hors Mayotte et Guyane, vous avez donc l'obligation de ne détenir qu'une seule attestation ou certification si c'est le même système et la même version. En revanche, si vous avez plusieurs systèmes, plusieurs logiciels qui concourent à la chaîne de paiement, c'est une attestation ou un certificat par version et par système. Vous pouvez conserver cette attestation au siège social ou au principal établissement de l'entreprise. Donc, j'ai un client électricien qui fait des factures sur Word ou Excel et les édite pour les donner à ses clients et moi pour l'enregistrement. Mais il faut en plus qu'il n'enregistre pas le fichier sur son ordinateur au cas où il veuille la rééditer. Oui, clairement. C'est le paradoxe de l'affaire. C'est-à-dire que, je répète, si c'est une machine à écrire, c'est qu'on n'enregistre pas le fichier dans une machine à écrire. Elle n'a pas de fonction de mémoire. Donc, vous devez simplement imprimer. On faisait comme ça autrefois, on faisait des impressions avec éventuellement des duplicatas ultérieurement, mais voilà, c'est une machine à écrire, c'est pas autre chose. Maintenant, je vous rappelle qu'il existe quelque chose qui s'appelle la facture électronique pour les ventes entre professionnels, pas pour les ventes entre particuliers, et il est dans l'air du temps de généraliser la facture électronique aux ventes entre particuliers. Donc un jour, cette affaire d'impression papier va peut-être disparaître parce que très clairement, il y a des injonctions gouvernementales pour travailler à la généralisation de la facture électronique. Voilà, je ne vois pas toutes les questions, excusez-moi. La 26, si je peux voir la 26, oui. Non, là, c'était au-dessus. Voilà, 27. Non, au-dessus. Ah oui, quel formalisme est exigé pour la caisse papier? Quel niveau de détail, par exemple, pour un boucher, vente par vente ou cumul quotidien des ventes? Alors, le problème est simplement le livre spécial s'il n'y a pas de comptabilité. Normalement, on doit pouvoir ventiler les recettes par taux de TVA, donc, et par type, par nature. C'est une obligation de l'article 286 du Code général des impôts, pas le 1.3 bis, mais je crois que c'est le 3, et d'autres articles. Donc, le problème est de pouvoir ventiler les recettes par nature. Et il faut conserver le détail de chaque encaissement sous forme de ticket, par exemple, ou sous forme de détail papier. Donc, il faut bien quelque part enregistrer sur le registre papier chaque opération, sauf une exception qui est la règle de l'agrégation lorsque les ventes se font sur un même lieu et par paiement en espèces dans la limite unitaire des ventes inférieure à 76 €.
c'est l'article 286 du Code général des impôts, le 3 tout court. Mais cette exception est extrêmement difficile à mettre en œuvre en pratique, parce que ça voudrait dire qu'on fasse des sommations pour s'amuser à voir si on est en dessous des 76 €, sauf si vous êtes certain de ne vendre que à moins de 76 € par opération de vente. Donc tout ça, c'est un peu alambiqué. Très franchement, dès que vous avez du volume sur une caisse papier, vous avez intérêt à acheter une caisse enregistreuse. Des caisses enregistreuses certifiées, ça ne coûte pas si cher que ça. On en trouve chez Metro ou d'autres fournisseurs, je ne fais pas de pub pour Metro, mais à 350 à 500 € sans difficulté aujourd'hui. Donc, il y a peu d'excuses à ne pas avoir une caisse enregistreuse. Alors, je sais que la problématique, c'est le logiciel de le logiciel de facturation pour l'artisan, qui fait dans le BTP de la facture. Mais là aussi, mes amis éditeurs pourront vous confirmer qu'on achète pour quelques centaines d'euros un logiciel de facturation, c'est pas cher. Bon. Thierry me dit c'est pas cher, mais c'est une réalité, hein, on est à quelques centaines d'euros. Donc, dans un distributeur de base, aujourd'hui, sur un logiciel de facturation, donc je ne citerai pas les éditeurs. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a encore beaucoup de questions. Alors, la tolérance par rapport au mode de paiement concerne que les cartes bleues et les virements bancaires. Les chèques ne sont pas concernés. Bien, effectivement, l'exemple qui est donné dans le BOFIP ne concerne pas les chèques. La question est en fait que est-ce que l'administration considère qu'un chèque peut être détourné? Puisque, en principe, ce qui permet d'être exonéré, c'est le fait d'enregistrer les paiements dans un établissement bancaire qui permet de transmettre les données à, en fait, une banque, transmettre les données, pardon, à l'administration fiscale au titre de droit de communication. Par ailleurs, on pourrait se poser la question, en tirant un peu dans les coins, excusez-moi l'expression, de savoir si un chèque peut être falsifiable, modifié, ou si un chèque encaissé dans une banque française ou une banque européenne permet en fait d'échapper à cette règle. Moi, j'incite simplement tout le monde à être prudent sur ce point parce qu'il existe des tas de modes de paiement autres que la carte bleue ou le virement, voire le chèque, qui sont en train de se généraliser. Paiement par smartphone, paiement d'ailleurs avec plusieurs acteurs, carte cadeau, carte prépayée, etc. Et il existe des sites de vente en ligne qui acceptent les paiements en espèces à la livraison. Donc, tout dépend de votre pression sur votre marché. Je mets de côté la question réglementaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté liée au code monétaire et financier à l'obligation d'accepter des monnaies donc papier, la monnaie scripturaire. Moi, je pense qu'il faut aussi analyser votre marché pour vous poser la question, puis-je simplement limiter les paiements à la carte bleue et aux virements? Sachant que dans certains cas, les virements sont complexes. Si vous avez des virements venant de l'étranger, si vous avez des virements par exemple venant de Chine, ça c'est du pratico-pratique, de Chine pure, la plupart des virements de Chine pour arriver dans des délais acceptables transitent par Hong Kong. Chine populaire transite par une banque par Hong Kong avant de transiter dans une banque américaine ou autre. Donc le schéma de paiement n'est pas d'une simplicité extrême. Donc analysez vos flux. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il est temps pour respecter le timing, de clôturer ce webinaire. Stéphanie, vous avez des commentaires peut-être à apporter à nos auditeurs? Eh bien, notre webinaire est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention. Dès demain, vous recevrez par email la vidéo et le support du webinaire. Les questions qui n'ont pas été traitées le seront dans nos prochains numéros de la revue RF Comptable. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour une prochaine session de webinaire avec le groupe Revue Fiduciaire. Au revoir.